Aujourd'hui, je vais vous parler de Gladys. Qui est donc un logiciel open source de domotique, donc qui permet d'automatiser sa maison, créer des règles, connecter plein de périphériques. Je vais vous raconter un peu l'histoire du projet, par où ça a commencé, qu'est-ce que ça fait, et après je vais faire quelques points techniques liés à Gladys pour vous expliquer un peu deux parties qui m'ont semblé intéressantes par rapport à Gladys. Voilà. Donc Gladys, pour dire un peu qu'est-ce que c'est un programme qu'on va installer tout simplement sur un Raspberry Pi. Donc je sais pas si qui voit ce que c'est dans la salle à peu près un Raspberry Pi. Ok, bon, presque tout le monde. Donc un Raspberry Pi, c'est une petite carte informatique, juste un petit ordinateur, ça coûte 35 euros et avec ça, on peut tout faire. Donc Gladys, ça s'installe sur Raspberry Pi et après, ça va contrôler plein de périphériques qu'on a à la maison. Donc ça va être en même temps des ampoules connectées, des prises connectées, aussi recevoir des données de capteurs, donc des capteurs de température, de luminosité, tout ce qu'on veut dedans. Donc, mais pas que, ça va aussi se connecter à des API en ligne, son calendrier, plein de services en ligne, tout ça, ça va permettre d'automatiser un peu le quotidien de l'utilisateur, donc le réveiller au bon moment le matin en fonction du trafic, de son premier rendez-vous dans le calendrier, couper tout quand l'utilisateur quitte sa maison, ce genre d'interaction. Voilà. Ça, c'est globalement ce que ça fait. Maintenant, je vais remonter au tout début du projet. Donc en 2013, il faut savoir que je suis un grand fan d'Iron Man, et vous voyez dans Iron Man, il y a Tony Stark qui contrôle sa maison avec Jarvis. Il lui parle et il lui dit, voilà, il rentre à la maison, il y a tout qui s'allume. Il lui parle pendant tous les films. Et moi, ça m'a inspiré et je me suis dit, bah, est-ce que je pourrais pas avoir mon Jarvis à la maison? Donc je me suis dit, qu'est-ce qui manquerait pour faire un Jarvis à la maison? Je me dis, bon voilà, contrôler la lumière, c'est possible. On a des Philips Hue sur le marché, on a des Mi-Light, il y a plein d'ampoules connectées. En 2013 déjà, ça existait, hein. Je me suis dit, bon, bah, parler à l'assistant, on a des micros, ça existe déjà, la reconnaissance vocale, encore mieux maintenant en 2019, 2013, c'est déjà déjà. Donc c'est possible. Après, toutes les autres parties, c'est-à-dire connaître l'emploi du temps, ce genre de choses, bah, les calendriers en ligne, on a ça depuis longtemps. Donc en fait, je me suis dit, il manque rien pour créer un Jarvis, donc je vais faire mon petit Jarvis à moi, et voilà, on va voir ce que ça donne. Oh là, c'est pas en plein écran. Donc en 2013, j'étais étudiant. Et du coup, dans ma chambre d'étudiant, j'ai fait ça. Donc ça, c'était Jarvis, vraiment la 0.1. Donc j'avais mon petit Raspberry Pi. Là, vous pourriez voir un émetteur 433 MHz qui permet de contrôler ce genre de prises connectées. Donc ces prises-là, ça coûte 12 euros les 4 chez Leroy Merlin. Et donc avec mon petit setup à 40 euros, j'arrivais à envoyer un petit signal et à contrôler une prise commandée à distance. Et du coup, faire un petit scénario, voilà, le matin, la lumière s'allume, donc on envoie le signal, on branche la lampe de bureau ou la lampe de chevet sur la prise, et la lumière s'allume. Ce qui est déjà une grande chose, et pour moi, c'était un peu la révélation de me dire, il est possible de faire des choses du monde réel, mais avec du code. Et ça, c'était révélateur. Donc je me suis dit, ok, bon, là, on est capable de faire quelque chose, on a un petit POC, maintenant, est-ce qu'on ferait pas quelque chose de vraiment solide, vraiment un logiciel qui fasse tout ce que Jarvis fait, mais dans un software. Donc tout ça, en fait, je l'avais posté sur un blog à l'époque, et j'avais reçu beaucoup de retours de gens qui disaient effectivement, c'est très cool ce que tu dis, c'est très bien, tu parles d'un Jarvis, tu parles d'automatiser ta maison, mais sors-nous quelque chose qu'on puisse télécharger et installer en une seconde. Donc j'ai sorti en 2014 une première version open source, donc c'était vraiment, on prenait tous les petits POC que j'avais fait, tous les petits scripts que j'avais fait, on les collait ensemble. Donc un petit serveur PHP pour le front-end, des petits scripts Python à droite à gauche qui se connectaient à plein de périphériques que j'avais trouvés. Un thème Bootstrap 2, donc même pas de thème, c'était Bootstrap nu comme vous pouvez le voir, pour ceux qui connaissent. Et du coup on avait une première version fallait pas regarder, mais ça marchait. Et du coup j'ai publié ça sur mon site, on cliquait, on téléchargeait, on cliquait et puis on pouvait faire fonctionner tout ça à la maison. Donc c'était le début de Gladys, qui à l'époque ne s'appelait même pas Gladys. Vous pouvez voir, il y a encore... Donc ça, j'ai mis les images que je mettais sur mon site à l'époque. C'était un sous-nom de domaine, donc j'avais même pas payé le sous-nom de domaine. Vous voyez, on était vraiment en budget minimal. Mais ça fonctionnait. Et donc j'ai eu d'excellents retours sur cette première version. Il y a même des médias, voire pas mal de blogueurs qui ont parlé de ça et qui ont dit, bah, on a un projet français qui fait de la domotique open source, ça a l'air cool. Donc je me suis dit, bon, maintenant qu'il y a des retours positifs, on va pouvoir créer un logiciel un peu plus sérieux. On va pouvoir faire quelque chose qui marche un peu mieux. Donc en 2015, j'ai réécrit Gladys en Node.js pour que ça soit un socle entier, plus des collages de scripts Python avec du PHP, avec plein de choses. C'était quelque chose d'un peu plus cohérent.
Et on le voit aussi au niveau de l'interface, on a un peu plus de cohérence, on a un produit fini qui a été un peu plus pensé. Donc j'ai sorti en 2015 cette version de Gladys, qui a eu encore plus de retours qu'en 2014. Donc c'était pour moi le signe qu'il y avait une vraie demande et que les gens étaient intéressés pour contrôler leur maison automatiquement. Et en 2016, j'ai lancé Gladys 3, qui était cette fois axé sur la communauté avec un programme développeur pour que d'autres gens puissent créer des compatibilités avec n'importe quel type d'ampoule, n'importe quel type de prise, pour qu'il n'y ait plus que moi qui... Parce qu'à l'époque, c'était moi qui développais les compatibilités, donc si je voulais être compatible avec une ampoule, il fallait que j'achète l'ampoule. Mais bon, à partir d'un moment, il y a beaucoup d'ampoules sur Terre et je ne peux pas tout faire non plus. Et donc, j'ai créé un programme développeur qui permettait à n'importe qui, du coup, d'ajouter des compatibilités assez simplement. Et du coup, en 2017, je me suis dit, c'est cool ce projet, mais ça me prend du temps, et si je veux passer plus de temps, il faut que ça puisse être mon activité. Donc comment je pourrais monétiser Gladys? Donc c'était l'idée. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas vendre un pack de démarrage qui comprendrait un livre, ainsi que des vidéos de moi, où j'explique comment domotiser sa maison. Donc j'ai enregistré, je me suis acheté un micro, une caméra, et je me suis enregistré dans ma chambre, où j'expliquais, voilà, vous voulez vous réveiller le matin avec le café prêt, avec la lumière, ce genre de choses, voilà comment on le fait. Et je montrais moi-même chez moi, vous voyez, vous branchez comme ça. Donc j'avais enregistré tout un kit, ainsi qu'un e-book qui ressemblait à ça. Alors petite anecdote, une semaine avant de sortir ça, je me suis fait voler mon Mac. Donc petit rappel, faites des backups. Et j'en avais fait, voilà, c'est la morale. Mais ça m'a pris presque, je sais pas, 3-4 mois d'enregistrer les vidéos. C'est des vidéos qui duraient, je sais pas, 45-50 minutes par vidéo. Il y en avait 9. Il y avait un livre. Bon, le livre, il était backup de toute façon, mais le reste, enfin, j'avais tout mis sur iCloud, genre 2 semaines avant. Et j'étais très content de ça. Donc faites-le aussi si jamais vous faites un projet comme ça. Et donc j'ai lancé. Et j'ai eu un super retour de ma communauté. Beaucoup de gens étaient un peu bloqués parce que ça peut être... Et du coup, ça a permis à des périphériques. Et du coup, ça a permis à des novices de se lancer dans la domotique. Et donc, j'ai eu des super retours. Et donc, en 2018, je regardais mes chiffres de vente et je me suis dit, là, maintenant, c'est le moment de passer à Gladys en tant qu'activité principale, pour passer plus de temps dessus et pouvoir encore mieux gagner ma vie avec Gladys. Donc, mi-2018, au lieu de continuer à travailler dans la startup où je travaillais, je me suis mis sur Gladys, donc non pas à temps plein, mais à temps partiel, mais déjà à 3 jours par semaine sur Gladys, avec 2 jours à faire du freelance. Et c'est encore ma situation aujourd'hui, c'était l'année dernière. Et donc en fin 2018, j'ai lancé un nouveau produit qui s'appelle le Gladys Gateway, qui permet de contrôler son instance Gladys à distance, chiffré de bout en bout. Et le prix, c'est comme Spotify, c'est 9,99 par mois pour toute la famille, pour contrôler la maison. Donc ça, c'est le nouveau produit que j'ai lancé. Et j'ai payé le fameux pack de vidéos qui est vraiment pour démarrer. Mais j'ai nous amène à aujourd'hui, en 2019, où j'ai lancé Gladys 4, qui est pour moi donc, le futur de projet. Donc là, on est sur un produit qui est du coup clairement professionnel. Moi, je travaille dessus, donc comme je vous disais, 3 jours par semaine. Et il y a toute une communauté, vu que le projet est open source, complètement piloté par moi, mais par surtout la communauté qui ajoute des compatibilités au quotidien et qui m'aide. On est plus de 2000 développeurs sur le forum à contribuer, à apporter des retours et à discuter d'installation domotique. Voilà. Et donc voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc maintenant... Ah oui, non, et la stack aujourd'hui, donc j'avais parlé de la stack au début qui était un peu du collage. Voilà maintenant la stack, on est toujours sur du Node.js, SQLite pour la base de données, le tout dans Docker, vu que maintenant Docker sur Raspberry Pi ça marche super bien. Qui communique toujours avec plein de périphériques connectés, différents types de protocoles, des Philips Hue, du Z-Wave, du MQTT, plein de choses. Et pour le front-end, on est sur avec Preact, donc si vous connaissez Preact c'est pareil, mais ça fait 2 kilooctets, donc c'est un peu plus léger. Voilà donc la stack en 2019 de Gladys. Donc maintenant j'aimerais aller un peu plus en profondeur sur 2 technologies intéressantes que j'utilise dans Gladys. Donc dans Gladys on peut lui parler et on peut lui envoyer des messages, donc j'aimerais parler du NLP, donc Natural Language Processing dans Gladys, comment on analyse les messages que l'utilisateur envoie à Gladys pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la maison. Et je vous ai parlé d'un gateway qui permet de contrôler Gladys à distance et qui est chiffré de bout en bout. J'aimerais parler un peu plus en détail
de la technologie de chiffrement de bout en bout, comment ça fonctionne, comment je l'ai mis en place, et vous montrer qu'en fait c'est très simple, et si jamais vous voulez faire une application qui respecte la vie privée de vos utilisateurs et qui chiffre les communications de bout en bout, c'est assez facile. Donc j'aimerais vous montrer ça dans la suite du talk. Donc le NLP. Donc dans Gladys, vous pouvez sur Telegram, vous pouvez envoyer un message à Gladys, dire voilà, montre-moi les caméras dans la cuisine. Gladys elle va prendre hop, une photo de la caméra et me l'envoyer par message. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à, avec ce texte qu'elle reçoit, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et répondre à l'utilisateur. Donc quand j'ai voulu mettre en place ça, j'ai fait un peu un tour d'horizon des librairies, des technos qui existaient. Je voulais pas réinventer la roue et il y a des super librairies qui existent en Node.js, donc j'ai regardé et j'ai trouvé une lib qui s'appelle NLP.js, qui a été créée par AXA et open sourcée, je dirais, l'année dernière. Donc à l'époque, on utilisait d'autres librairies, mais on est passé récemment à celle-là. Et elle est assez puissante puisqu'elle fait, alors je sais pas si vous allez lire d'ici, mais qu'elle fait énormément de choses. Donc en même temps de la classification, donc à partir d'un modèle et d'une phrase, exactement l'intent qui est souhaité. Mais en même temps, plein d'autres trucs, comme par exemple extraire des informations d'une phrase, c'est-à-dire que vous récupérez une heure, une date, une IP, un numéro de téléphone, n'importe quoi. La librairie, elle le fait nativement. Et plein d'autres choses, on va voir, analyse des sentiments, tout ce genre de choses. Et tout ça en gérant 34 langues, donc c'est quand même assez fort. Et le tout est écrit en pur JavaScript. Voilà. Donc je voulais vous montrer un petit exemple de qu'est-ce qu'on peut faire avec NLP.js. Donc voilà, en quelques lignes, vous décrirez un manager, vous ajoutez des documents. Donc en fait, comme d'habitude en machine learning, vous envoyez des données, vous entraînez un modèle. Donc vous dites, voyez, allume la lumière, ça veut dire light pointer none. Je veux plus de lumière, donc vous pouvez mettre plein d'exemples. Ensuite, vous faites pareil pour éteindre la lumière, par exemple. Vous pouvez rajouter dans la librairie des réponses à une question. Et ensuite, on va entraîner le modèle, l'enregistrer et repasser dans le modèle donc, une nouvelle question. Qui, alors vous voyez, c'est pas exactement une question que j'ai posée avant, mais lui tout seul, grâce à tout ce qu'il aura fait, grâce à l'entraînement, il sera capable, ça appartient plus à la catégorie light pointer none que light pointer none. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais j'ai essayé de mettre en gros. Et du coup, après, sur ça, il vous répond un JSON comme ça, qui va vous dire en même temps ce qu'il a compris. Donc lui, l'intent, il est ici. Il comprend que là, il faut allumer la lumière. Il va vous dire des informations en plus sur les sentiments. Donc là, c'est plutôt neutre comme phrase, le langage, et surtout la réponse. Donc la réponse que j'avais définie avant, qui est lumière allumée, du coup. Donc vous voyez, avec des librairies comme ça qui sont assez puissantes, en quelques minutes et en quelques lignes de code, on arrive à déjà entraîner un modèle à faire quelque chose d'assez correct. Et donc avec encore plus de données, on est capable de faire des choses vraiment, vraiment solides. Donc ça c'était un cas hyper simple, mais maintenant dans la réalité, on a plutôt des phrases où on va avoir remplir des champs. Donc je veux lui dire allume la lumière du salon, je veux lui dire je sais pas, réveille-moi demain à 8h, éteins ma lampe de chevet, ce genre de choses. Et du coup, on va pas écrire chaque phrase pour chaque périphérique, on va le remplir en mettant des slots, donc ça s'appelle le slot filling. Et ça, NLP.js, il permet de le faire très facilement. Donc là, par exemple, je vous donne un exemple. Donc la question là, ça va être allume la lumière du room, donc comme j'avais mis. Donc on va lui dire que après, on va déclarer en fait une entité room. On va lui dire après le mot du, elle se trouve. Et ensuite, on va lui passer une phrase que le manager devra dire si jamais l'entité n'est pas passée. C'est-à-dire, par exemple, si je lui dis « allume la lumière », il va devoir dire « quelle pièce dois-je allumer ?» Après, on va répondre, par exemple, « le salon », et lui, du coup, il va déduire que c'est le salon qu'il faut allumer. Donc là, je lui passe ça, et je lui dis « allume la lumière ». Donc il manque la pièce. Et là, du coup, je reçois un JSON un peu plus long qui va me dire qu'effectivement, il a compris qu'il fallait allumer la lumière, mais par contre, la réponse, c'est quelle pièce dois-je allumer, parce qu'il a compris qu'il n'avait pas reçu de pièce. Donc vous voyez, là, j'ai à peine rien codé, je veux dire, j'ai juste utilisé les outils de la librairie, et j'ai déjà un moteur de bot qui est assez puissant, et qui permet de faire pas mal de choses. Donc toujours avec l'analyse de sentiments, la langue, enfin plein de choses, assez puissant NLP.js.
Et donc je vous parlais d'extraire d'informations de texte. La lib permet de, vous voyez, d'extraire pas mal d'infos. Je disais voilà, téléphone, hashtag, IP, email, âge, plein de choses. Et ça dans pas mal de langues, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, par exemple, un autre exemple, réveille-moi demain à 8 heures. Là, il y a deux choses qu'on a envie de comprendre, c'est demain et 8 heures. Je passe ça dans NLPJS, et là, il m'envoie effectivement, il y a demain, il a compris que c'est la il y a deux demain, et 8 heures, il comprend que c'est l'heure 8 heures, alors il me propose deux choses, soit 8 heures, soit 20 heures. Après, à moi de décider ce que c'est, suivant le contexte. Mais en gros, il m'extrait ça nativement sans que j'ai rien à paramétrer, donc c'est quand même assez puissant. Donc l'analyse de sentiments, je l'envoie à mon voisin est stupide, bon lui il comprend que c'est plutôt une phrase négative, pas si bête. Et tout ça en fait, donc la librairie effectivement intègre des dictionnaires par pays, d'effectivement de mots qui sont plutôt à tendance négative, lui après il fait sa tambouille, mais il vous donne après ce que lui il estime si c'est plutôt positif ou négatif, sachant qu'il gère les négations. Donc si vous dites mon voisin n'est pas stupide, normalement il le comprend. J'aurais dû le faire pour la démo, mais voilà. Donc avec cette librairie assez puissante, donc là je vous montrais juste l'exemple out of the box, on installe la librairie. Donc Gladys, donc c'est beaucoup plus poussé. Moi j'ai demandé à ma communauté de m'écrire toutes les phrases qu'ils aimeraient voir dans Gladys. J'ai fait un formulaire puissant dans Google Sheet, j'ai reçu tous les résultats de ma communauté, et donc ça me donnait plein de phrases que les gens aimeraient dire dans Gladys, avec donc le label et le texte. Et donc ça, avec cette phrase, donc on fait un peu de clean, on regarde si tout va bien, tout ça je l'injecte dans NLPJS pour entraîner un modèle avec énormément de phrases, et du coup après ça me donne un modèle assez précis sur beaucoup de jeux de données, enfin un modèle qu'on peut ensuite enrichir à l'avenir avec les nouvelles phrases qui arrivent et qui sont pas reconnues, ou l'utilisateur qui peut aussi manuellement dans l'interface dire bah voilà, cette phrase elle veut dire ça, cette phrase elle veut dire ça. Et donc on est capable d'entraîner le modèle et d'avoir quelque chose d'assez communautaire et puissant. Donc après, au lieu de devoir coder, moi j'ai codé en une fois la partie NLPJS, et après c'est des fichiers de conf qui sont générés à partir des phrases du fichier que je vous ai montré, du Google Sheet. Et donc après on a enfin, des fichiers JSON très simples, on a le label, les questions possibles, et voilà, et après ça sera injecté au démarrage de Gladys, enfin à l'entraînement du modèle. On peut faire après aussi des conversations, question A, réponse A, sachant qu'après en fait les réponses, c'est NLPJS qui automatiquement va prendre au hasard une réponse dans les réponses proposées, sachant qu'on peut injecter des données dans les réponses en fonction de la question, donc enfin, c'est assez puissant. Et je vous parlais aussi de remplacer des champs. On peut le faire aussi dans notre format de fichier dans Gladys. Donc tout ça, sans programmer, on écrit juste les fichiers de conf où on les génère par rapport au Google Sheet que je vous ai montré. Donc l'exemple là, commande-moi un taxi à telle heure dans telle ville. Donc on a les phrases si jamais le champ est manquant pour que Gladys puisse reposer la question à l'utilisateur. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler du Gladys Gateway. Donc je vous parlais, c'est une plateforme en ligne qui vous permet d'accéder à distance à votre instance Gladys. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne la techno, pourquoi c'est sécurisé et pourquoi surtout ça respecte la vie privée de l'utilisateur. Et voilà, quelle était la problématique, quand j'ai créé le gateway. Donc vous voyez, Gladys, je vous ai dit au début, ça tourne sur un petit Raspberry Pi, on le branche à la maison, sur la box, et hop, on y a accès. Donc voilà, quand on est à la maison, tout va bien. L'IP de son Raspberry Pi, voilà, ça va être 192.168.1.5, je sais pas, on s'y connecte, ça marche bien, tout va bien. Le problème, c'est que voilà, je suis sur internet, bah, l'IP de mon Raspberry Pi à la maison, elle n'est pas accessible. Du coup, je peux pas accéder à mon instance Gladys. Donc c'est quand même dommage, parce que bon, si je veux faire de la domotique, c'est quand même contrôler ma maison à distance. Donc si je peux pas à distance, ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà, la solution, c'est d'ouvrir les ports de la box. Donc là, du coup, d'un coup, ça demande des manipulations un peu plus techniques. Donc suivant la box, ça va être différent. Vous êtes chez Bouygues, ça va être possible, différent. Vous êtes chez Free, il change l'IP. Enfin, ça crée des petits problèmes. Ça crée des problèmes. Et surtout, c'est pour un public qui est quand même assez connaisseur, parce qu'il faut être dans les paramètres de la box, il faut modifier des choses. Bon, si l'IP change, vous allez mettre un domaine, du coup vous achetez un domaine, ou alors vous allez sur nos IP, mais vous avez un abonnement. Enfin, ça devient vite un enfer. Et surtout, c'est pas le pire enfer. Le pire enfer, c'est celui-là.
c'est que votre instance elle est disponible en ligne, elle est disponible pour vous, mais pas que pour vous. C'est-à-dire que aussi pour tous les bots, tous les crawlers, tous les gens qui vont vouloir attaquer votre Raspberry Pi. Donc vous avez beau être peut-être super ingé, super DevOps, vous n'êtes pas non plus tous les jours sur votre Raspberry Pi, vous mettez pas les paquets à jour tous les jours, bon vous pouvez peut-être mettre quelque chose qui le fait automatiquement, mais globalement on s'en occupe pas autant qu'une machine en production au travail, et du coup bah un jour ou l'autre, votre instance elle se fait hacker, et puis quand votre instance se fait hacker, c'est toute votre maison qui potentiellement se fait hacker, et là du coup c'est moins drôle. Encore si votre boîte mail est bloquée, c'est chiant, mais c'est moins chiant. Si quelqu'un ferme dans votre salle techno, l'annonce c'est quand même un peu plus chiant. Si quelqu'un vous réveille à 4h du matin avec les lumières à fond, bon, c'est pas très drôle. Voilà, donc c'est un problème. Et alors là vous me dites, oui mais bon, est-ce que quelqu'un s'intéresse vraiment à mon Raspberry Pi caché? Est-ce que quelqu'un va s'embêter à... Alors c'est pas quelqu'un, là on parle de bots, je sais pas si vous connaissez Shodan. Shodan, c'est le moteur de recherche des objets connectés. C'est une boîte qui fait un moteur de recherche. Donc, eux, ils ont des bots qui scannent en permanence Internet. Donc, toutes les plages d'IP, ils balayent. Et en fait, ils reconnaissent, en fonction des entêtes qui sont envoyées par les serveurs, qu'est-ce que fait tourner chaque IP sur Internet. Donc, eux, les sites web classiques, ça les intéresse pas. Eux, ils vont retenir que les objets connectés. Donc, vous avez une caméra de surveillance qui est branchée sur Internet, hop, ils vont la détecter. Vous avez une instance domotique connectée à Internet, hop, ils vont l'ajouter à leur base. Et après, vous avez un moteur de recherche. Donc si par exemple, là, j'ai envie d'hacker une caméra, bah, je vais sur leur site, je tape caméra, je sais pas, Panasonic, et ben je vais trouver toutes les caméras Panasonic qui sont connectées sur Internet et leur IP. Et si je vois, après, je vois toutes les versions. Et donc si je sais qu'il y a une faille sur telle version, et ben tout simplement, je peux hacker toutes les caméras en 5 minutes. Donc j'ai pas à m'embêter et c'est pas tout contraignant. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans le passé. Il y a un autre logiciel de domotique qui s'appelle Home Assistant, qui est assez connu. Et je me souviens qu'à une époque, il sécurisait pas forcément les instances, c'est-à-dire que par défaut, je crois qu'il n'y avait pas de mot de passe. Et du coup, toutes les instances avaient été listées dans Shodan, et il y avait un nombre impressionnant d'utilisateurs qui s'est fait hacker, et qui s'étaient fait complètement bousiller leur instance. Les gens ils n'avaient pas fait des trucs bâtards, genre éteindre les lumières ou des choses comme ça, mais ils avaient carrément écrit sur la configuration de tous les utilisateurs, ce qui était quand même pas très sympa. Voilà, donc ça c'est quand même un gros problème. Et donc la solution que je propose, moi, c'est le Gladys Gateway. Donc c'est, au lieu d'ouvrir les portes de la box, le Raspberry Pi reste à la maison, on n'ouvre pas les ports. Par contre, lui, il va se connecter à un gateway en ligne, donc un serveur, en WebSocket, et après, l'utilisateur, il va se connecter à un site, il va pouvoir contrôler son instance à distance. Et là, vous me dites, mais la vie privée, parce que là, tu nous parles d'un projet open source qui ne fait rien passer par une instance tierce, on reste chez nous, ça passe par quelqu'un. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas du tout ce que tu nous as vendu. Donc non, alors c'est pas l'objectif. Le principe, c'est que le gateway, il est chiffré de bout en bout. Donc vous utilisez peut-être WhatsApp ou Telegram ou ce genre d'application. Elle passe quand même par un serveur, parce que bon, faut quand même que le message passe par Internet. Mais par contre, chaque utilisateur sur le réseau, il va avoir une clé privée, une clé publique. Il va être capable d'envoyer des messages à une autre personne en les chiffrant, de sorte que WhatsApp, Telegram ou voilà, le provider ne soit pas capable de lire les messages. Donc c'est le même principe pour le Gladys Gateway. C'est-à-dire que quand l'instance, elle va envoyer un message, voilà, par exemple, le périphérique a changé de valeur, elle veut l'envoyer à l'utilisateur pour que l'UI se refresh, et ben, il va chiffrer le message avec la clé publique de l'ordinateur de l'utilisateur, l'envoyer via le gateway, et lui va pouvoir le déchiffrer grâce à sa clé privée. Donc chiffrement asymétrique, la base. Et du coup, bah, tout le monde est content, parce que le gateway, il fait juste office de relais, mais il est incapable de signaler les messages, donc capable de contrôler l'instance de l'utilisateur. Seul l'utilisateur est capable de le faire. Et c'est là où c'est fort, c'est-à-dire que mon gateway, il a beau être sécurisé s'il se fait hacker un jour, il n'y a aucun risque, parce que le hacker n'aura jamais la clé privée de l'utilisateur qui n'est stockée que sur sa machine. Donc c'est une garantie une sécurité by design, et du coup, je n'ai pas la responsabilité de sécuriser mon instance au maximum, et le gateway n'est juste qu'une passerelle. Donc c'est l'objectif du gateway. Donc un peu plus de technique, comment ça fonctionne exactement d'envoyer un message vers le gateway. C'est en fait en 2 étapes. On fait d'abord un chiffrement symétrique du message, ce qui est plus rapide, et surtout fonctionne avec des gros messages. Ensuite, on chiffre la clé de chiffrement unique qu'on a fait avec le chiffrement asymétrique en RSA. Et ensuite, on envoie tout ça, hop, à l'instance, qui le déchiffre dans le sens, fait le fonctionnement inverse, et hop, on obtient un message chiffré. Voilà. Là-bas. Mais alors, du coup, vous me dites, tout ça, ça a l'air compliqué quand même. Si j'ai envie de faire une app, est-ce que c'est de le faire? Est-ce que ça? Eh ben non, pas du tout. Maintenant, c'est un navigateur
Il y a la Web Crypto API, je ne sais pas si vous connaissez, qui permet de faire toutes les opérations de crypto dont on a besoin, donc générer des clés, chiffrer un message, déchiffrer un message. Et donc vous voyez un exemple de génération de clés, bah, en quelques lignes, voilà, en 9 lignes, c'est fait. Donc on dit qu'on veut générer une clé RSA de 2048 bits en SHA-256 qui peut chiffrer et déchiffrer. Et ensuite, on va recevoir un fichier qui va enfin, un objet qui va contenir la clé privée, la clé publique. Voilà, tout simplement. Et pour enchiffrer un message, donc vous voyez, j'ai envie d'envoyer je suis Iron Man. Je lui dis tu prends RSA, tu prends la clé publique, tu prends la data, et voilà, ça y est, on a le message chiffré. Dans l'autre sens, je reçois le message, dans le message encrypted, je prends la clé privée, décrypte, et là j'envoie je suis Iron Man. Vous voyez, 6 lignes, 6... Bon, pour arriver à ça, j'ai quand même beaucoup de recherches parce que c'est pas si documenté que ça, mais par contre, une fois qu'on le sait, ça fonctionne bien. Tout fonctionne bien. Alors après, il y a eu quelques petits problèmes avec Gladys du fait que côté instance, c'est plus du browser, mais c'est du Node.js. Donc les Web Crypto API ne sont pas disponibles en Node.js, mais heureusement, il y a des gens super sympas qui ont fait un polyfill qui permet de faire tout ce qu'on fait dans le browser, mais côté Node.js. Du coup, c'est aussi possible côté Node.js. Donc voilà, donc si vous jamais vous faites un projet et que vous voulez que ça soit, vous voulez que ça soit chiffré de bout en bout, je sais pas, vous faites Tinder mais chiffré de bout en bout, bah vous pouvez le faire. Et je vous incite à le faire parce que ça respecte la vie privée des utilisateurs et vous en tout cas vous avez moins de responsabilités si jamais il y a des fuites de données, vu que ça ne peut pas arriver. Un autre avantage du gateway, une autre raison pour laquelle je l'ai construit, c'est que ça permet aussi de faire avec des services qui sont 100% cloud. Je pense à Alexa, si je veux m'intégrer quand même avec ces technologies, parce qu'il y a quand même des gens qui les utilisent, et ben, je peux les connecter via le Gladys Gateway, ce qui était compliqué avant, quand ce n'était pas Internet, c'est des services qu'il faut que ça soit disponible en ligne. Donc voilà, pareil pour l'application Android ou iOS de Gladys, pour envoyer des push notifs, il faut envoyer ça au serveur d'Apple ou d'Android, enfin ou de Google, et tout ça c'est possible que si on a un serveur en ligne, du coup ça apporte pas mal de choses. Donc voilà, et donc tout ça, c'est l'offre que je propose avec Gladys, qui est disponible à 9 € par mois et qui permet du coup de contrôler toute sa maison à distance. Euh, Tout ça toujours en respectant la vie privée de l'utilisateur. Voilà. Euh, donc j'arrive à la fin de la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors tout à l'heure, je fais aussi un workshop justement où je vous expliquerai comment installer Gladys, comment mettre en place quelques intégrations et tester ensemble, ou sur la mienne, comment Gladys fonctionne. Donc n'hésitez pas, je ferai en fin de journée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour la présentation. Au niveau des drivers, est-ce que il y a un système de permission? Parce que quand on installe un driver open source ou quelque chose comme ça pour piloter quelque chose que toi, tu n'as pas développé, est-ce qu'il a accès à tout le driver? Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un driver malicieux qui contient du code bizarre et essayer de le vendre. Alors, je vais te répondre en deux trucs. Alors, dans Gladys 3, parce qu'il y a eu un grand changement entre Gladys 3 et Gladys 4, dans Gladys 3, en fait, les modules, c'était un peu comme des apps sur l'App Store. C'est-à-dire, enfin, le développeur créait une sorte de petite application, il le mettait sur un store Gladys, donc moi je devais review le code et après valider l'ajout au store Gladys. Et ensuite, il cliquait sur télécharger et ça l'installait sur son instance. Donc il y avait une sorte de validation vu que j'étais review le code. Et maintenant, en fait, dans Gladys 4, ça a changé. En fait, c'était un peu painful toute cette partie module externe parce que du coup, il devait s'installer. Des fois, il s'installait mal, ça crée des problèmes. Et du coup, Gladys 4 a tout mis dans le repo principal, une sorte de monorepo. Et du coup, en fait, maintenant, c'est tout simplement juste GitHub. On a un seul repo. Les gens font des PR. Et après, c'est review par moi et la communauté. Voilà. Merci pour la présentation. Tu as parlé de la partie NLP.js Ouais. pour la compréhension. Qu'est-ce que tu fais pour le speech to text? Ah, alors le speech to text, il y a plusieurs technos. Alors dans Gladys, je me connecte avec plein de trucs, donc ça après c'est en fonction de l'utilisateur. Il y a soit du Snips qui fonctionne bien en local, soit sinon après il y a juste du Google Voice ou ce genre de choses, enfin du Google Speech to Text. Donc je me connecte avec plusieurs types de providers. Et pareil pour le text to speech. Voilà. Merci beaucoup pour cet exposé.
J'ai une petite question quand même concernant NLP. Ouais. Je me suis pas intéressé à celui-là en particulier. Est-ce que avec NLP.js, on a moyen de réutiliser des informations qui sont déjà passées avant dans la discussion? Est-ce que... Alors, il me... s- je sais plus à combien de niveaux tu peux remonter. Je crois que déjà au niveau d'avant tu peux. Après 2 niveaux au-dessus, je ne crois pas. Je pense que c'est à toi de l'implémenter en dehors, en gros. D'accord. Je pense pas qu'ils ont ambition. Par défaut, à ce niveau-là, il y a un petit peu de manipulation à faire, quoi. Ouais, je pense que c'est à toi de le gérer dans ton application. Je crois que pas qu'ils ont ambition de gérer toute la conversation. Eux, ils font vraiment la classification d'une phrase. Je pense que tu peux le gérer au-dessus, quoi. C'est mon. Merci. D'accord. Est-ce que ça peut s'installer sur autre chose qu'un Raspberry Pi? Ouais, alors bah comme c'est Node.js, c'est comme SQLite, donc ça s'installe n'importe où. Moi, je distribue ça comme Docker en même temps pour n'importe quelle machine, pour ARM, donc tu peux le mettre sur tout n'importe quoi. Moi, je cite le Raspberry Pi parce qu'en fait, la communauté est hyper active sur Raspberry Pi et que du coup, la plupart des utilisateurs sont sur Raspberry Pi. Mais après, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'installent sur un NAS, genre un Synology, ou tout simplement sur une machine à eux, ça tourne sur n'importe quoi. N'importe quelle machine Linux, Windows, Mac, tout ce que tu veux. Question. Euh, Là, tu es sur la version 4. Ouais. Est-ce que tu envisages une version 5 et quelle amélioration tu envisages dessus? Alors déjà, j'ai envie de sortir la version 4. La version 4, en ce moment, elle est en alpha. En fait, la version 4, c'est une réécriture complète de Gladys, puisqu'il y a énormément de choses qui ont changé depuis le début. J'ai commencé, vous avez vu, en 2013. En 2015, j'avais sorti la première version de Node.js, et du coup, ça faisait déjà 4 ans qu'on était sur cette version. Donc là, c'est une réécriture complète. J'essaie déjà de sortir donc cette alpha. Là, le gros travail qu'on fait, en fait, c'est migrer toutes les compatibilités, les migrer de Gladys 3 à Gladys 4, qui est un assez gros travail. Et comme beaucoup de choses changent en fait avec le temps, les constructeurs, tout ça, c'est aussi beaucoup de petits hacking à regarder comment ils ont fait dans les nouvelles versions. Donc là, pour l'instant, l'ambition, c'est clairement sortir cette version 4. Et après, on verra. Après, ouais, il y a déjà beaucoup de choses dans la V4 qui n'étaient pas dans la V3. Des gestions beaucoup plus fines, je sais pas, par exemple des caméras. On voyait par exemple demander une photo d'une caméra à Gladys par message, tout ce genre de choses. Il y a plein de petites features qui sont ajoutées. Aussi, un moteur de scénario, j'en ai pas parlé, mais dans Gladys, on peut créer des scénarios. Donc dire, voilà, le matin, j'aimerais bien, la lumière s'allume, 10 secondes, après, je veux le café prêt, ce genre de choses, je veux le café, ce genre de choses, je veux le café. Dans la V4, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus droit. Dans la V4, j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus complexe. On peut faire des tâches en parallèle, en série, pas mal de trucs, tout en gardant un produit clean, c'est-à-dire pas que ça devienne un sac de nœuds avec une interface pas claire. Donc voilà, il y a déjà plein de nouveautés dans la V4.